quoi il m'aide à faire la mise au point. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en face cam, ça faisait longtemps, pour vous parler un peu de cette illustration-là. Et oui, je me suis dit que juste un speed paint comme je le fais d'habitude, ça a commencé à devenir un petit peu ennuyeux pour vous regarder et pour moi monter, et que du coup j'allais mélanger un petit peu les choses. Donc du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler un peu de comment j'ai réalisé cette illustration en intégrant dans mon blabla des parties du speed paint. Il y aura en grosse partie le speed paint, parce que c'est pas ma tronche que vous avez envie de regarder, c'est plus ce que je fais, enfin en théorie. Je me suis dit que ça allait changer un petit peu, que ce serait peut-être un petit peu plus dynamique et un petit peu plus ludique à regarder. Cette illustration, que j'ai appelée la cabine du Captain Schnauzer, parce que oui, c'est un pirate et c'est un Schnauzer, donc du coup, c'est Captain Schnauzer. Je suis extrêmement créative dans les noms, je sais. Est une illustration, comme je le fais en ce moment, qui mélange du dessin, on va dire un peu d'architecture, avec des illustrations un petit peu plus narratives. Et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup en ce moment. Et donc, pour commencer avec cette partie un petit peu plus construite, j'ai commencé par concevoir en croquis rapidement la cabine et ensuite la tracer de manière géométrique, donc à la règle, avec un rapporteur pour les angles, en prenant des mesures, etc., comme si je dessinais une perspective construite d'architecture. Sauf que là, on n'est pas sur un dessin en perspective, ni sur une axonométrie dont j'ai déjà pu vous parler avant, mais sur une isométrie. L'isométrie et l'axonométrie, c'est quelque chose d'assez proche. D'ailleurs, l'axonométrie est un cas particulier de l'isométrie en réalité. Mais la différence majeure, c'est que sur l'axonométrie, sur le plan horizontal, les angles droits restent des angles droits, alors que sur l'isométrie, pas forcément. Ici, par exemple, mes angles droits vont faire dans un sens 120 degrés, 60 à gauche et 60 à droite, et dans l'autre, du coup, 180 moins 120, 60 degrés. Donc on aura des angles beaucoup plus larges d'un côté et des angles beaucoup plus aigus d'un autre côté. Ça permet d'avoir une vue qui va être plus proche de l'intérieur de la pièce, là où l'axonométrie sera finalement plus une vue en plan où on aura donné de la profondeur. Du coup, pour une illustration un petit peu plus narrative comme celle-ci, je trouve que ça fonctionne mieux parce qu'on se rapproche un petit peu plus du point de vue d'une personne. On est toujours sur une vue du dessus, mais une vue qui est moins géométrique et qui est peut-être un peu plus naturelle qu'une vue en axonométrie. Pour moi, l'axonométrie, c'est un outil de compréhension d'un espace, là où une isométrie, ça va être quelque chose dans laquelle on va un peu plus rentrer et pouvoir avoir le point de vue de quelqu'un à l'intérieur. L'isométrie à mes yeux, et c'est très personnel, est un peu plus proche de la perspective. Mais on n'est pas sur une vue en perspective ici, c'est-à-dire que du coup, les éléments les plus proches de nous sont exactement à la même échelle que les éléments les plus loin. C'est la différence majeure entre une vue géométrique, donc l'isométrie, l'axonométrie, et la perspective. La perspective, le principe de base, c'est que plus les éléments sont loin du point de vue, plus ils sont petits. Ici, tout est à la même échelle. C'est donc pour ça que je vais pouvoir faire mon dessin en me servant d'une règle, de mesure, d'une échelle, d'un rapporteur pour les angles, et je ne vais pas avoir de raccourci à faire, donc je ne vais pas avoir de calcul de distance pour pouvoir avoir une bonne proportion entre les éléments devant et les éléments derrière. Ils vont être à la même échelle. C'est un dessin qui est quelque part plus facile à dessiner, mais qui est moins intuitif d'une certaine façon, parce qu'il se rapproche moins de ce que l'on voit avec nos yeux, mais plus de ce que l'on conçoit. C'est pour ça que c'est un type de dessin que je considère quelque part comme plus architectural. Bon, assez parlé de tout ça, mais par contre, si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo plus en détail sur les différences entre les différentes perspectives, l'axonométrie, l'isométrie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis super longtemps, mais que je ne prends pas le temps de faire. Donc si jamais il y a des gens qui sont là pour me motiver, qui ont vraiment envie d'avoir ce contenu-là, n'hésitez pas à me le dire. Ça va me donner un petit coup de fouet qui va m'être bien nécessaire pour faire cette vidéo, que je vais devoir rédiger du coup, et qui va être un petit peu compliqué à rédiger, mais que j'ai vraiment envie de faire. Donc motivez-moi. Une fois que mon croquis est fait, c'est un croquis qui est assez proche du dessin final, il n'y aura pas de grosses modifications, parce qu'étant donné que c'est quelque chose de construit, il n'y a pas trop de, d'interprétation nécessaire. Je vais réfléchir à la taille que je veux donner à mon personnage, et je vais le dessiner sur une feuille à part. Pourquoi est-ce que j'utilise une feuille à part? Eh bien tout simplement parce que dessiner des personnages, c'est le truc sur lequel je suis le moins à l'aise. Et donc du coup,
le fait de le faire sur une feuille à part, ça va me permettre de pouvoir potentiellement le dessiner 2, 3, 4, 5 fois, je m'en fiche, sans avoir à ruiner mon dessin avec des coups de gomme. Il serait tout à fait possible pour moi de ensuite reproduire ce dessin à la table lumineuse ou bien avec du calque, du papier transfert, tout ce que vous voulez, mais il se trouve que je paye une licence Photoshop tous les mois, donc autant que je m'en serve. Et donc j'ai scanné le croquis de mon personnage et le croquis de ma pièce, et sur Photoshop, je les ai superposés pour bien mettre le personnage à la bonne position par rapport à mon dessin, en sachant que j'ai scanné à la même résolution et que j'ai dessiné à la même échelle le personnage et la pièce, donc du coup j'étais à la bonne taille de toute façon. J'ai effacé ce qu'il y avait derrière le personnage, j'ai renforcé un petit peu les contrastes. Une fois mon composite Photoshop fait, je l'ai imprimé sur le papier le plus fin possible et je me suis servi d'une tablette lumineuse pour pouvoir le reproduire sur mon papier définitif. J'aurais pu le reproduire une première fois au crayon rapidement et ensuite le repasser au stylo, mais je commençais à avoir passé beaucoup de temps sur ce crayonné et j'avais envie de passer à la couleur, et donc j'ai reproduit directement mon crayonné au stylo sur mon papier définitif. J'ai utilisé pour ça un fine liner de la marque Staedtler, que je recommande, ils sont vraiment très bien, en teinte marron, c'est un espèce de sépia. Avec le recul, j'aurais peut-être pas utilisé du marron, j'aurais utilisé du noir, mais je voulais quelque chose qui se fonde pas mal et je savais que ma scène allait être très boisée, donc je m'étais dit que du marron ça fonctionnerait bien. Mais en réalité, une fois l'illustration finie, je suis revenue avec un stylo à pas mal d'endroits pour rajouter du noir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le marron s'est effectivement fondu avec mon aquarelle. Non pas qu'il n'ait pas été waterproof, hein, il est resté bien sous mon aquarelle, mais c'est juste que vu que je peins assez épais, presque comme de la gouache, du coup, le marron est resté vraiment très discret en arrière de mon aquarelle et j'ai pu avoir des effets sans trait de contour. Ce qui m'a permis, à la fin de mon aquarelle, de pouvoir venir rajouter des traits de contour uniquement là où j'en avais besoin. Mais bon, déjà, passons à la mise en couleur. Mon papier définitif, c'est un papier mix média de chez Strathmore. C'est un papier que j'aime beaucoup parce qu'il est très blanc et très lisse. Et je trouve que pour ce genre de dessin un peu perspective où il y a beaucoup de détails, il est très agréable à travailler parce que vraiment, la peinture, on fait un tout petit point, elle va pas du tout fuser dans le papier, elle va rester exactement là où elle est. Et du coup, ça limite un peu les effets de fondu, de transparence, mais ça permet de faire quelque chose de très très précis. Quand j'ai envie d'un rendu un petit peu plus naturel, un petit peu plus flouté, je vais plutôt utiliser du papier Arches en grain satiné parce que j'aime bien quand même avoir quelque chose qui me permet d'avoir de la précision. Mais le papier Arches va un petit peu plus boire l'aquarelle et permettre d'avoir des transitions de couleurs qui vont être un petit peu plus douces. À vous de choisir votre papier en fonction du rendu que vous voulez. Moi personnellement, c'est les deux papiers vers lesquels je me tourne 95% du temps. Pour l'aquarelle, on est comme toujours sur de l'aquarelle Sennelier, c'est les tubes que j'ai, j'en suis très satisfaite. Je ne vais pas aller explorer d'autres marques pour le moment, étant donné que j'ai ce qu'il me faut et j'utilise ce que j'ai. Je sais que je fais de temps en temps des tests d'autres types d'aquarelle, mais c'est toujours vers l'aquarelle Sennelier qui est d'une super qualité que je me tourne quand j'ai besoin de faire une illustration un petit peu plus complexe. Et pour les pinceaux, c'est des pinceaux de la gamme Soft Aqua de chez Raphaël. C'est des pinceaux synthétiques. Je sais qu'il y a beaucoup d'aquarellistes qui utilisent encore des pinceaux en poils naturels. Moi, personnellement, je trouve que des pinceaux synthétiques, ça convient tout à fait à ma pratique. Et si je peux éviter d'utiliser des poils de queue des écureuils, c'est pas plus mal. Enfin, moi, personnellement, je préfère. Mais après, aucun jugement là-dessus. Vous utilisez ce qui convient le mieux à votre pratique et à votre éthique. Comme je le disais, je travaille beaucoup l'aquarelle un peu comme de la gouache, c'est-à-dire que je la travaille parfois assez épais pour avoir des choses très denses et très opaques. Je sais que je pourrais utiliser de la gouache pour ça et que ce serait peut-être plus intéressant. J'ai pour le moment pas encore fait la démarche de me renseigner réellement sur les marques de gouache. Ça me paraît être quelque chose d'un peu compliqué. On a soit des choses très très chères, soit des choses vraiment pour les enfants en école primaire, et il n'y a pas vraiment de milieu de gamme qui pourrait me permettre de tester avec quelque chose d'un peu de qualité. Donc pour le moment, je reste sur mes aquarelles en les utilisant un petit peu épais lorsque j'ai besoin de plus d'opacité. Et le résultat est pas inintéressant parce que du coup, l'aquarelle me permet de faire des lavis de couleurs comme j'ai fait ici pour les fenêtres, mais aussi des choses plus épaisses, de les travailler un petit peu plus sèches pour par exemple les parties de bois, les moulures, les choses comme ça où j'ai besoin réellement d'être précise. Donc bon, je sais que je ne l'utilise pas de la manière optimale pour de l'aquarelle, mais en même temps ça me permet réellement d'avoir tous les usages dont j'ai besoin pour faire mes images, donc ma foi, pourquoi pas. Le challenge ici, c'était de faire une image
qui ne soit pas trop marron. Parce que bon, on est dans l'intérieur d'un bateau, on peut imaginer ça comme un espèce de 3-mâts. Et forcément, dans l'imaginaire collectif, enfin en tout cas dans mon imaginaire collectif à moi, si on peut dire ça comme ça, une vieille cabine de bateau, bah, c'est tout en bois. Et j'ai voulu quand même rajouter un peu de couleur. C'est pour ça qu'il y a des murs verts et rouges, qui sont des couleurs quand même assez à l'ancienne, que j'aime bien aussi, mais qui permettent de rajouter un petit peu de variation et de ne pas avoir une image complètement marron. C'est aussi pour ça que mon personnage n'est pas habillé en marron complètement. J'aurais pu lui faire un manteau noir ou un manteau marron foncé comme en cuir, mais j'ai choisi un bleu indigo, histoire de le faire ressortir un petit peu et d'avoir un petit peu de variation dans les coloris pour ne pas avoir une image trop uniforme. Mais malgré tout, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à peindre certains éléments comme la map monde, le baril de rhum, et je trouvais qu'au niveau couleur, c'était pas assez cohérent, et donc du coup, j'ai passé un lavis très transparent de marron un petit peu rouge sur toute mon image, et ensuite je suis venue repeindre par-dessus, mais ça m'a permis d'avoir quelque chose qui, malgré les différentes couleurs que j'ai utilisées, restait plutôt cohérent et faisait une image où tout va bien ensemble sans avoir trop de couleurs disparates. C'est une bonne technique quand on a une palette de couleurs un petit peu variée, de faire d'abord un premier lavis d'une couleur relativement uniforme qui va vous permettre du coup d'avoir des sous-tons identiques un peu à toutes vos couleurs. Ça permet d'avoir une cohérence dans l'image que personnellement je trouve assez sympathique. L'autre solution, c'est de limiter sa palette. Alors, moi, il se trouve que j'ai beaucoup de tubes d'aquarelle Sennelier parce que ça commence à faire pas mal d'années que je fais de l'aquarelle de manière assez intensive et que j'en rachète 1 ou 2 tubes de temps en temps. Donc du coup, ça s'accumule avec le temps et j'ai beaucoup de couleurs possibles. Mais pour avoir une image cohérente, vous pouvez très bien choisir d'utiliser juste 3 ou 4 couleurs. C'est quelque chose que je fais assez souvent, que j'ai fait par exemple pour cette illustration-là, que je vais vous intégrer ici, et dans laquelle toutes mes couleurs sont basées sur, je crois que j'ai utilisé 3 tubes, un gris paint, donc un noir bleuté, un orangé, qui doit être un orange de Chine, et une couleur un peu turquoise, et toutes les couleurs dans cette aquarelle sont des variations de ces 3 couleurs-là, avec j'ai peut-être juste rajouté 2-3 petites teintes rouges par endroit, juste pour faire popper certains trucs que je voulais vraiment clasher avec le reste, mais sinon tout le reste était uniquement constitué de variations de ces 3 tubes-là. Ensuite, concernant mon personnage, alors comme je vous l'ai dit, dessiner des personnages, c'est pas ma spécialité, et c'est pour ça que je me force un peu à travailler là-dessus en ce moment. Et du coup, là, on a un capitaine Schnauzer. Donc, Schnauzer, vous savez, c'est un chien qui a des oreilles, comme moi. Et je dois avouer que mon Schnauzer n'est pas extrêmement réussi, qui ressemble un petit peu à un rat aussi. Après, pourquoi pas un capitaine rat, ça marche aussi. Mais je trouve cette idée d'avoir un personnage habillé comme un marin du XVIIIe siècle, 19e siècle, 18e siècle, avec une tête de chien assez rigolote. Ça me fait penser à tous ces portraits d'animaux avec des vêtements classiques. J'en ai fait quelques-uns avec des corgis d'ailleurs, mais en numérique. Je peux vous les mettre ici, par exemple. C'est une idée qui m'amuse beaucoup, que je trouve hyper kitsch, mais hyper drôle. Du coup, je me suis dit que ce serait rigolo de l'intégrer dans cette aquarelle-là. Et finalement, je le trouve assez sympathique et j'aime bien son style et sa manière de se tenir. Je trouve qu'il a une certaine prestance qui va bien au Schnauzer, qui est un chien qui a aussi une certaine prestance. Qu'est-ce que je vais faire de cette aquarelle maintenant? Cette illustration, je l'ai fait principalement pour le plaisir et pour l'exercice aussi, pour progresser sur ce type d'illustration qui n'est pas mon point fort à la base. Mais je pense que vous la retrouverez quand même sous une forme ou une autre dans ma boutique. Je vous mets le lien juste en dessous. Ce sera peut-être des reproductions ou bien même l'original qui sera peut-être en vente, je sais pas trop. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et puis moi je vous tiendrai au courant, peut-être via l'onglet communauté, pour vous dire si je la mets en vente. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez me raconter ce que vous en avez pensé en commentaire juste en dessous. Je prends toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Tant qu'elles sont constructives, n'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez aussi, si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de voir des contenus similaires, vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et je poste tous les vendredis à 18 h.
Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter de temps en temps, rarement. Si jamais vous voulez me soutenir financièrement, merci beaucoup déjà. Vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique, je vous mets le lien là, comme d'habitude. J'y vends mes originaux d'aquarelle, mais aussi de la petite papeterie réalisée à partir de cyanotypes. J'ai encore quelques produits en boutique et je ne remettrai rien en ligne normalement avant Noël. Donc n'hésitez pas pour faire des petits cadeaux, ça peut être plutôt sympa et moi ça me soutient beaucoup. Si jamais vous n'en avez pas la possibilité, vraiment, c'est pas grave du tout. Rien que le fait que vous soyez là, que vous ayez regardé la vidéo jusqu'ici, qu'éventuellement vous mettiez un pouce vers le haut, c'est déjà très sympa de votre part et ça me soutient beaucoup. Et je suis touchée que vous passiez autant de temps à me regarder, vraiment. Ça veut dire que ce que je vous raconte vous intéresse ou résonne avec ce que vous pensez, donc ça fait très plaisir. En tout cas, encore merci d'être arrivé jusqu'ici et moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!